Ok, bonjour. Je m'appelle Nicolas Fonrose. Je vais vous parler de coûts liés au cloud et de comment est-ce qu'on peut se débrouiller pour essayer de dépenser moins sur le cloud. Et puis surtout, comment est-ce qu'on peut essayer de garantir qu'on ne va pas avoir de dérive sur nos coûts dans la durée. Vous allez voir, je vais vous raconter un certain nombre d'histoires et de solutions qui vont avec. Il y a quelques belles histoires qui sont survenues il n'y a pas longtemps. Juste pour démarrer, on est dans la track startup. Donc moi j'ai passé pas mal de temps dans des boîtes de conseil en tant qu'employé. Ensuite j'en ai créé. Puis j'ai décidé de créer une startup. C'est un peu l'aventure. Alors pourquoi c'est l'aventure? Parce qu'en fait dans les startups on cherche. Alors on cherche plein de trucs. On cherche des clients, on cherche des associés, on cherche du financement, on cherche l'idée qui tue. Et puis pendant qu'on cherche tout ça, il faut faire gaffe à un truc. Il faut faire gaffe à ses dépenses. Les dépenses, c'est quoi? C'est sales, marketing, dev, infrastructure. Donc on tourne souvent sur des budgets limités. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a pas mal de startups aujourd'hui qui utilisent le cloud parce que ça leur évite d'engager des coûts en infrastructure trop importants. Puis ça leur évite un autre truc, ça leur permet de réduire en fait leurs coûts de dev parce qu'ils ont des briques toutes faites. C'est génial, c'est du Lego. Vous prenez des briques, vous les assemblez, vous n'avez même pas à les installer, c'est as a service, donc c'est super bien. Il y a juste un truc, c'est que c'est as a service. As a service, ça veut dire aussi pay as you go. Et dans le pay as you go, il y a forcément le danger de pas forcément maîtriser ce qui se passe. Ça, c'est le premier point. Puis il y a aussi une histoire liée aux techniques d'optimisation de coûts qui existent. Il y en a pas mal. Elles sont pas forcément simples à appliquer. Il y a tout un tas de startups qui ont mis en place des solutions à la fois de type architecture et autres. On va en regarder un certain nombre. On va essayer de voir à quoi elles servent. Et puis, on terminera en voyant comment on va industrialiser ça pour que ça ne soit pas du one-shot. Style, en juillet 2011, on dit la super solution pour pas claquer beaucoup, c'est ça. Et puis, pas de chance, 6 mois après, c'est plus ça. Et 3 mois après, c'est encore plus ça. Donc on va essayer de voir comment on peut rendre ça plus répétable. Alors, je vais vous raconter quelques histoires pour que vous les compreniez. Juste un tout petit peu de vocabulaire. Dans le cloud, une instance, c'est comme une VM. Une zone, c'est à peu près comme un data center. Une région, c'est comme un groupe de data centers. Les régions, il y en a par exemple en Asie, en États-Unis, etc. Je reprends les régions d'Amazon, là, mais c'est vrai chez les autres fournisseurs. Et puis, un type de système un peu particulier qui existe, c'est les web storage. Les web storage, c'est des systèmes cloud qui servent à stocker des données et en plus, qui incluent un frontal de serveur web qui permet de mettre ces données en accès sur Internet, en lecture et en écriture. Et ça joue un rôle important, donc c'est pour ça qu'on introduit ce mot-là. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Le premier point, c'est que estimer ses coûts dans le cloud, c'est compliqué. Alors, une grille de prix dans le cloud, c'est public. Ça, c'est génial. C'est-à-dire que c'est plus la négo avec le commercial, etc. Même s'il y en a un petit peu, on est quand même loin de ce qui se faisait avant. Le truc, c'est que c'est énorme. Si vous prenez juste la grille d'Amazon, par exemple, elle est disponible depuis pas très longtemps sous forme de fichier JSON. C'est plusieurs dizaines de milliers de lignes de JSON. Et plusieurs dizaines, ça ne veut pas dire 2. C'est plus que ça, c'est monstrueux. C'est pas loin de 100 000 lignes de JSON. Donc c'est pas simple à les lire. Et puis comme si c'était pas assez compliqué, ça bouge tout le temps. C'est-à-dire qu'en ce moment, et grâce notamment à la compétition entre les différents fournisseurs, puisqu'il commence à y avoir de la compétition, ça bouge quasiment tous les mois. Puis ça bouge pas un peu, ça bouge de manière très significative. Ça peut carrément rendre caduque tous les calculs que vous avez fait un mois avant. Alors justement, je vais vous raconter quelques histoires de coûts, des histoires qui font plus ou moins peur, d'autres qui font très plaisir. La première, elle s'est produite en 2011, quand la crainte de tout le monde disait « Ah, les fournisseurs passent, ils vous tiennent, à un moment ils vont changer leur prix ». On ne le voyait pas arriver, puis tout d'un coup, boum, c'est arrivé, puis c'est arrivé fort. C'est Google qui a tiré en premier, et ils ont changé très significativement la manière dont le service App Engine est pricé. Alors la conséquence, elle a été très simple, c'est qu'il y a des utilisateurs qui ont vu leur facture faire des x10, x20,
même plus. Il y a des gens qui sont passés de 400 $ à 20 000 $, des trucs comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'optimisaient pas du tout pour les coûts. Hein, le modèle de facturation avait changé, mais eux, ils n'avaient pas du tout optimisé. En gros, on disait, on déploie son appli, puis de toute façon, il y a du hardware en quantité illimitée, on verra bien ce que ça fait. Sauf qu'au moment où on le paie, ce hardware, des fois, ça fait mal. Donc ça a été le premier événement, la première grosse histoire, et je pense que personne ne l'oubliera. Hein, c'est-à-dire que maintenant, on sait que c'est pas juste de la théorie. Alors il y a d'autres histoires qui sont beaucoup plus rigolotes. Par exemple, chez Amazon, en ce moment, ils nous font très souvent des baisses de prix. Alors moins 20% par-ci, moins 42 par-là, moins 85. Alors des fois, c'est carrément louche, hein, parce que moins 85, quand on paie moins 85 le 2 février 2013 et que le 31 janvier, on payait plus 85, on se dit il y a un problème. Mais le fait est qu'en fait, ces services-là, c'est pas juste des logiciels packagés et déployés sur des VM, c'est des services qui sont complexes. Les opérateurs, ils ont la possibilité de faire des modifications assez profondes sur les services eux-mêmes. Et donc, par exemple, pour justifier le moins 85% de coût sur DynamoDB, qui est une base de données NoSQL, Amazon, ils expliquent qu'ils ont complètement modifié la structure interne de leur storage, qu'ils ont énormément changé de choses dans le système et qu'ils ont réussi à avoir une baisse de coût significative et que cette baisse de coût, ils l'ont reportée. Alors, c'est des super nouvelles. Le seul truc, c'est que si vous venez de faire votre super feuille Excel d'estimation, que vous avez passé 2 mois à dire c'est bon, il ne faut vraiment pas qu'on aille sur DynamoDB, t'as vu comment c'est cher, c'est impossible. On va s'installer un petit Mongo ou autre sur nos instances EC2, pas de bol, une semaine après, votre feuille, elle part à la poubelle puisque tout est complètement faux. Donc ça veut dire qu'en fait, vous ne pouvez pas juste penser qu'en un coup, vous allez régler le problème. Alors Amazon, ils donnent pas que des bonnes nouvelles. Et puis c'est pas forcément sur des changements de grille de prix. Ils nous ont prouvé plusieurs fois que une région entière d'Amazon, c'est-à-dire un ensemble de data centers qui sont censés être complètement isolés les uns des autres, ils pouvaient cracher tous ensemble. Et ce truc-là, c'est pas prévu. Normalement, vous pouviez déployer votre appli à l'intérieur d'une région, répliquer sur différentes zones, et le trafic entre les régions étant gratuit, tout se passait bien, c'était transparent pour vous. Sauf qu'on s'est rendu compte que c'était pas vrai, donc on s'est rendu compte que pour avoir de la vraie ultra haute disponibilité, il fallait être multi-région. Mais multi-région, ça veut dire que vous avez du coût de transfert de données entre les régions. Donc ça change complètement votre grille de prix. Alors là, c'est pas votre estimation de prix, pardon. C'est pas un changement de grille, hein, c'est juste un changement de le service fonctionne pas exactement comme on avait prévu, donc on est obligé de s'adapter. Donc vous changez tout, et puis un mois après, ils vous disent que ça y est, le trafic interrégion, il est quasiment gratuit. Merde, on avait tout changé, boum, vous rechangez encore. Je raconte ce qui s'est passé dans la réalité. Hein. Alors il n'y a pas, je ne vais pas parler que d'Amazon. Il y a aussi des services qui changent de manière moins perturbante. C'est un changement fonctionnel. Par exemple, le data store de Google App Engine, c'était un data store qui fonctionnait d'une certaine manière, master-slave. Il est passé en high redundancy. Ça change pas mal de choses. Ça change notamment le fait que les requêtes en lecture, elles sont en eventual consistency, c'est-à-dire cohérence à terme. En gros, c'est-à-dire que quand vous faites un insert, si vous faites un select juste une microseconde après, vous n'êtes pas sûr que le select voit l'insert que vous venez de faire. D'accord ? C'est pas grave si vous développez un Facebook, c'est très embêtant si vous développez une appli de gestion sur le système. Donc du coup, vous allez devoir faire des changements d'archi. Forcément, ces changements d'archi, ils vont changer les coûts. Donc vous avez des modifications qui ne sont pas du tout dans la grille de prix, mais qui entraînent des modifications sur vos coûts de fonctionnement. Et puis la sale histoire pour la fin, je ne sais pas si vous en avez entendu parler de celle-là, mais tout le monde connaît Heroku. Heroku, ils ont eu un problème avec un de leurs plus gros clients qui s'est rendu compte que le système ne fonctionnait pas comme la doc l'indiquait. Puis c'est pas de chance, ce non-fonctionnement, cette non-conformité à la doc, elle entraîne, selon leurs estimations, une augmentation de coût de 10 à, je sais plus, x10 ou x25, ou même x50, si vous voulez garder la même latence sur votre service. Alors x50, juste pour vous donner une idée, eux ils payent 100 000 par mois, donc x50 ça commence à faire un bon budget IT pour faire tourner une appli Rails.
Donc ça, c'est encore une autre des histoires, et je suis sûr qu'on va en entendre d'autres, hein. Dans le cloud, il y a quand même pas mal de choses qui sont en boîte noire. C'est pour ça qu'on choisit le cloud, hein. C'est justement pour pas avoir à s'occuper d'un certain nombre de détails. C'est bien tant que le niveau de confiance est bon et tant que vous sentez que vous maîtrisez. Ça peut être gênant quand vous vous rendez compte de trucs de ce type-là. Alors maintenant qu'on a vu ces histoires, je vous ai dit qu'il y avait aussi tout un tas de solutions qui avaient été mises en place. On va en voir plusieurs. En gros, il y a 4 catégories de solutions. Il y a des solutions de type architecture logicielle, c'est-à-dire que l'architecture logicielle que vous allez mettre en place va avoir un impact sur les coûts, très significatif. Il y a des solutions de type automation, DevOps, scripting, de type stratégie d'achat et de type right sizing. On va regarder tout ça. Alors le premier truc, et le plus important, c'est votre architecture logicielle. C'est-à-dire que il peut y avoir toutes les offres, toutes les solutions du monde proposées par le fournisseur. Si vous n'avez pas la bonne archi logicielle, vous n'allez pas pouvoir arriver à en tirer parti. D'accord ? Ça va complètement vous limiter. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de truc miraculeux en archi logiciel. En fait, on retombe sur nos bons vieux principes qu'on connaît depuis une éternité. La modularité. Alors la modularité, on connaît ça pour des histoires de principes, SOA, etc. Là, en fait, ça va nous donner la possibilité de faire tourner des bouts de système ou d'applications aux endroits où on veut, et donc de jouer avec un certain nombre de stratégies d'optimisation de coûts. Je vais vous donner tout un tas d'exemples qui illustrent ça tout à l'heure. L'autre caractéristique, elle est plus nouvelle, c'est la notion d'architecture cost-driven. Alors, ces architectures cost-driven, principalement, en fait, c'est des architectures qui sont elastic-driven, c'est-à-dire qu'elles doivent être guidées, la structuration de l'architecture doit être guidée par ce que vous identifiez qui va scaler à la hausse comme à la baisse dans votre application. C'est-à-dire que si vous avez certains bouts du système qui ont besoin de scaler monstrueusement à certains moments, par exemple des frontaux web, et qu'à côté de ça, vous avez des tâches de back-end derrière qui ne sont pas du tout dans la même logique de scaling, c'est un critère qui va vous pousser à séparer ces deux trucs-là en composants indépendants. D'accord ? En fait, c'est un certain nombre de règles qui viennent rajouter des critères de décomposition. Et si vous avez ça, si vous faites ça, vous aurez tout un tas de possibilités pour faire des choses sympas, comme on va voir juste après. Alors évidemment, le choix du hardware virtuel, c'est aussi important, mais aujourd'hui, le hardware virtuel, en fait, même l'infra que vous créez, elle est vraiment là pour servir les besoins du soft, et c'est l'architecture logicielle qui est la clé de tout. Alors, quelques exemples de trucs qu'on peut faire en ayant des architectures adaptées. Donc on va avoir 4 exemples et un contre-exemple. Premier exemple, un site web entièrement sans serveur. Alors un site web qui n'est pas juste des pages HTML, un truc qui est quand même dynamique. Alors c'est un truc que vous pouvez faire en déposant sur un web store l'ensemble de vos données web, donc HTML, CSS, machin, etc., mais aussi JavaScript, JSON, etc. Vous mettez du JS côté client et vous n'avez aucun serveur. Pourquoi vous n'avez aucun serveur ? Parce qu'en fait, un web store, je vous ai dit, c'est un ensemble de disques durs de taille potentiellement infinie et un ensemble de serveurs web devant ces disques durs qui sont eux aussi de taille potentiellement infinie. Sauf que ce n'est pas vos serveurs web, c'est les serveurs web du fournisseur. Donc c'est le cas par exemple d'Amazon S3 ou de Google Cloud Storage ou de Windows Azure Blobs. Ces 3 services-là, ils ont du storage et des serveurs qui sont partagés entre tous les utilisateurs. Le National Public Radio Service aux États-Unis tourne comme ça. Ils servent un nombre monstrueux de requêtes et ils ont un serveur. Et c'est un tout petit serveur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce serveur, il sert juste à pousser, à mettre à jour le contenu au moment où il y en a besoin. Alors, vous masquez complètement le web storage derrière le DNS. Vos utilisateurs, ils n'ont aucune idée que vous tournez comme ça. Et vous pouvez faire tourner des sites web pour quelques centimes par mois avec scalabilité infinie. 0 serveur. Alors les fans de CMS ne sont pas forcément fans de ce type de solution puisque c'est pas forcément très compatible. Alors, autre exemple d'architecture qui permet de tourner à faible coût. Là, on n'est plus sur un site web classique, on est plutôt sur une application type SaaS. Et cette application, on va la mettre au régime côté serveur. Celle-là aussi, on va regarder comment diminuer le nombre de serveurs. Donc, c'est une application SaaS
dans laquelle vous avez beaucoup de requêtes en lecture par les clients. Il y a plein d'exemples, hein. On peut penser à Dropbox, on peut penser à toutes les applis de média streaming, les Spotify, Deezer et autres. Je prends ce type d'exemple-là, mais en fait, il y a plein d'exemples métiers aussi. Alors, le régime minceur, là, ça consiste à quoi? Ça consiste de la même manière à dire que vous allez mettre vos données sur un web storage et elles vont être rafraîchies, ces données, en fonction du cycle de vie des données dans l'application. Donc, ça vous donne ce type d'architecture où vous avez des compute instances qui ne servent pas à traiter les requêtes entrantes, elles servent à traiter les mises à jour du web storage, et les clients, eux, ils tapent directement à l'intérieur du web storage. Alors ça paraît super rustique, on se dit mais c'est quoi ce truc là, une appli sans serveur, les requêtes, comment on traite les trucs, comment ça va marcher au niveau sécurité? Vous allez voir qu'en fait il y a plein de solutions. Et c'est tellement simple qu'en fait, ça a l'air louche, mais pourtant, ça répond quand même vraiment à plein de problèmes. Donc, vous voyez, le frontal là qu'on voit avec tous les serveurs, c'est les fameux serveurs partagés du web storage qui ne sont pas sous votre responsabilité, qui sont sous la responsabilité du fournisseur. Et ces serveurs-là, il y en a des milliers, donc vous bénéficiez de la scalabilité de ce truc-là. Et quand vous les utilisez pas, vous les payez pas, donc du coup, votre application, elle est vraiment optimisée en termes de coût. Alors, j'ai parlé de Dropbox, de Spotify et autres, qui d'ailleurs ils tournent tous comme ça, hein, mais ça marche aussi pour des applications métiers plus classiques. Alors, dans vos réunions d'archi, si vous sortez un truc comme ça va gueuler. Hein. Attendez-vous à ce qu'on vous traite de fou, mais quand vous commencez à sortir des noms un peu gros, et puis on sait que ça marche, etc., petit à petit, ça fait son bonhomme de chemin. Donc, on peut imaginer ça dans pas mal de choses. Il y a quand même une grosse question, c'est comment on gère la sécurité, comment on gère l'accès aux données, parce que c'est bien joli de taper dans des serveurs web avec des données statiques, mais nous, on sait qu'il y a des utilisateurs qui ont le droit de voir ci, d'autres qui ont le droit de voir ça. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Je prends l'exemple avec Amazon S3, il y a ce qu'on appelle des bucket policy. Les bucket policy, un bucket, c'est comme un répertoire de haut niveau dans lequel on stocke ces données, et vous pouvez donner des politiques d'accès. Alors, vous avez, par exemple, la possibilité de gérer ça par adresse IP cliente. Pas terrible, hein. Ça peut marcher dans certains cas d'intégration B2B, mais de manière générale, c'est pas terrible. Vous pouvez filtrer par les headers HTTP, donc vous pouvez dire je n'accepte que les requêtes qui ont des headers HTTP avec telle valeur. Donc ça, déjà, c'est plus intéressant, mais c'est toujours pas top, parce que vous ne pouvez pas changer facilement ces permissions-là au runtime. Mais là où c'est vraiment top, c'est que dans S3, vous avez une solution qui s'appelle les URL auto-signés. Alors c'est quoi ce truc-là? C'est une solution qui vous permet de générer une URL dont la validité est temporaire et qui va donner libre accès à un fichier bien particulier. Donc vous générez, par exemple, dans le cadre d'une session utilisateur, une ou plusieurs URL autosignées pour cet utilisateur-là, pour des données bien particulières. Vous transmettez ces URL tout simplement dans vos pages HTML. Et l'utilisateur, lui, quand il clique, il a accès au truc. Alors, c'est pas forcément quand il clique, hein, c'est quand du code JavaScript fait un appel pour récupérer les données, pour les charger. Le truc se fait, et vos données, en fait, elles sont totalement fermées, sécurisées sur le web storage, mais au moment où vous avez l'URL auto-signée, ça vous permet d'y donner accès de manière transparente. Donc, c'est ultra puissant, c'est ultra sûr, c'est ultra sécurisé, et ça permet de résoudre plein de problèmes. Donc, c'est le même schéma que tout à l'heure, auquel on a rajouté juste 2 flèches vers le haut, parce qu'il faut quand même aller s'adresser à des serveurs qui vont générer cette URL auto-signée. Eux, ils le font en faisant un appel à l'API du web storage. Donc, ça représente pas beaucoup de charge pour le serveur. Alors, cadeau bonus, si vous êtes en train de faire une application orientée média, les web storage, il y en a certains, et notamment Amazon S3, qui supportent BitTorrent. Alors, imaginez, vous êtes Spotify, tout le monde écoute le Gangnam Style. Si tout le monde télécharge à chaque fois le truc depuis le web storage, votre facture ne doit pas être belle. Elle ne doit pas être belle, leur facture, quand même. Mais si vous avez BitTorrent, tous les gens qui téléchargent le même truc en même temps, vous connaissez BitTorrent aussi bien que moi, ça va en fait considérablement réduire la charge sur la source initiale. Là, la charge, en fait, vous en fichez, parce que c'est Amazon qui gère ou c'est le web store qui gère, mais ce qui vous intéresse, c'est la facture. Et si vous uploadez moins, vous payez moins. D'accord? Donc ça a l'air... c'est juste une case à cocher, hein, mais ça peut complètement changer votre facture. Et il n'y a toujours pas de serveur.
Un autre exemple, on sort des applis SaaS, on passe dans du B2B, donc intégration entre deux gros systèmes. Dans cette intégration, on a des données qui naviguent d'un système vers un autre. Ces données, ça peut être par exemple des catalogues produits. Vous avez une marketplace, un gros vendeur e-commerce. Il a plein de partenaires qui lui poussent ces catalogues produits, qui les mettent à jour tout le temps. C'est des volumes de données énormes. Comment vous allez faire ça? Quelle infrastructure il vous faut? Eh bien, encore notre ami le web storage. Vous allez pouvoir vous passer de serveurs pour traiter la réception des données. Vous allez pouvoir totalement déléguer la réception des données au web storage. Et ensuite, il vous faudra quand même des serveurs derrière qui vont venir traiter ces données une fois qu'elles sont arrivées. Mais ces serveurs, ils vont travailler de manière asynchrone. C'est-à-dire que vous allez accepter les données au rythme auquel elles arrivent, sans avoir aucun problème de charge. Par exemple, si tout le monde vous pousse son update de catalogue le dimanche soir, pour vous, il n'y a aucun problème, vous n'avez rien fait en fait. Ça prend 5 lignes, je ne les ai pas mises, mais c'est 5 lignes de JSON de déclarer un bucket S3 en write-only, c'est-à-dire un puits sans fond dans lequel on peut pousser des données. Donc vous faites ça, et puis quand les données arrivent, donc vous n'avez toujours aucun serveur, et quand les données arrivent, vous devez avoir un système qui notifie quelque chose pour que des traitements se fassent. Donc ça vous donne une archi comme ça, où vous poussez les données vers le web storage, et puis vous avez des serveurs derrière qui vont, par exemple, venir les récupérer, et puis les injecter dans une base de données. Alors ça, ce truc-là, il y a une petite preuve de concept qui a été faite par une librairie qui s'appelle Amazon, un site de e-commerce qui s'appelle Amazon. Amazon, ils ont racheté IMDb et ils avaient énormément d'intégration avec IMDb. Et cette intégration, avant, ils la faisaient à la classique, c'est-à-dire des appels qui tapent dans des serveurs d'appli, etc. Et ils avaient des énormes problèmes de scalabilité parce que le volume est absolument monstrueux. Du coup, ils ont dit, on fait une solution simple, IMDb pousse tous ses exports vers S3 et nous, on tape directement dans S3. Terminé. Le projet, il a dû durer 10 jours. C'est perturbant. Moi, j'ai recommandé ce type d'architecture à des clients il y a 2 ans. Ils refusaient parce qu'ils disaient c'est pas possible. Parce que c'est vrai que ça fait un peu mal aux vendeurs de gros logiciels d'intégration et autres, parce qu'on simplifie beaucoup de problématiques. Alors, un autre exemple, puis après ça sera un contre-exemple, parce que si on n'a que des exemples, c'est louche. Un autre exemple où l'architecture peut permettre de tourner à faible coût, c'est sur les traitements asynchrones. Alors, les traitements asynchrones, c'est quoi? Typiquement, c'est les batchs dans les entreprises. Mais ça peut être sur des sites web du processing de données, photos, etc., ou de l'analyse de logs, par exemple. Ces traitements-là, vous avez tout intérêt à les réaliser, à les isoler clairement sur des instances qui seront dédiées. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir utiliser le pattern worker, dans lequel vous avez des fils de messages qui vont représenter les différents traitements à réaliser. Et puis ces workers, donc des instances, vous allez les démarrer, et c'est eux qui vont venir piocher à l'intérieur de la file pour traiter les éléments qui doivent être traités. Alors l'intérêt de ce truc-là, il est double. C'est que, premièrement, vous allez pouvoir ajuster votre qualité de service à ce que vous vous êtes engagé de faire auprès de vos clients. C'est-à-dire que si vous avez dit, nous, on traite les trucs en 5 minutes, il va falloir lancer beaucoup de serveurs pour vider la file vite. Si vous avez donné un engagement de qualité de service plus faible, vous allez pouvoir juste baisser votre nombre de workers et vous mettez 4-5 heures à vider votre file. Donc ça, c'est un point. Mais le deuxième point, et c'est là qu'on voit à quel point l'architecture logicielle rend possible les stratégies d'économie de coût, c'est que vous allez pouvoir faire un truc qui s'appelle acheter les instances workers sur le marché d'occasion des instances Amazon. Vous avez peut-être entendu parler des instances spot. J'en reparlerai tout à l'heure. C'est un marché sur lequel on peut acheter des instances à un prix qui est assez souvent 10 fois inférieur au prix des instances classiques. Donc vous allez pouvoir faire le même traitement, exactement, sur les mêmes tailles de machines, mais 10 fois moins cher. Et 10 fois moins cher, quand on parlait des 100 000 $ par mois tout à l'heure que certaines boîtes dépensent en cloud, si vous passez sur une partie de ça à 10, c'est absolument énorme comme économie. Alors pour faire ce type de truc-là, vous allez me dire, ouais, mais on a quand même besoin d'avoir des crônes qui tournent, donc il y a quand même besoin d'avoir des machines qui sont là, présentes. Ben non, même pas.
Parce qu'en fait, à l'intérieur de plusieurs fournisseurs cloud, vous avez des cron intégrés. Par exemple, chez Amazon, il y a un truc qui s'appelle les Scheduled Actions. Vous déclarez ça par l'intermédiaire de l'API, et c'est le système qui va se débrouiller tout seul pour aller instancier et arrêter vos traitements en fonction du besoin. Donc vous n'avez même pas à avoir de système. Donc là, on est encore dans une infra dans laquelle il y a 0 serveur en continu. Hein, c'est-à-dire que le système il est tout le temps up, pourtant il y a des moments où il n'y a strictement aucun serveur qui tourne. Bon, un contre-exemple, je vous ai dit, là on était dans l'architecture logicielle permet d'économiser grâce au cloud. Ben, il y a un certain nombre de cas où même avec une architecture bien monolithique, qui offre pas la possibilité de séparer les traitements et autres, vous allez pouvoir quand même économiser. C'est tous les cas où vous serez capable de mettre un cache en frontal de votre application. Imaginons que vous avez une application legacy, c'est pas vous qui l'avez faite, vous en héritez, elle gère super mal les connexions. À chaque fois que vous faites une requête dessus, elle ouvre des connexions, ça prend un temps fou, etc. Vos utilisateurs sont pas contents, vous êtes obligé de rajouter des instances en pagaille pour arriver à avoir des temps corrects parce que vous pouvez mettre peu d'utilisateurs par machine. Ben, si votre appli elle est compatible avec la notion de cache, hein, c'est-à-dire que si vous pouvez mettre des caches devant, sans rien toucher à l'appli, vous allez pouvoir instancier un web cache devant votre appli et vous allez considérablement réduire le nombre de requêtes qui arrivent sur l'appli. Vous connaissez les CDN, Content Distribution Network, c'est les systèmes qui permettent de streamer beaucoup plus rapidement vers, par exemple, vos navigateurs web quand vous regardez des vidéos, des trucs comme ça. Hein, c'est ça qui permet de récupérer le contenu avec une latence très faible, parce qu'en fait les CDN, c'est des copies locales des données qui sont réalisées proches de vous. Ben, les CDN, en fait, aujourd'hui, traditionnellement, ils marchaient avec du contenu statique, ils marchent aussi avec du contenu dynamique. C'est-à-dire que vous pouvez faire une requête vers un CDN, et s'il n'a pas la donnée, il va forwarder la requête à votre appli. Elle fait son boulot. Alors la première fois, ça va être lent, mais ensuite, il va garder les valeurs, et du coup, derrière, à chaque fois que vous allez retaper dedans, pendant la période de validité de la donnée, l'appli ne sera même pas sollicitée. Donc vous allez, là, pouvoir réduire considérablement votre nombre d'instances grâce à ces stratégies de caching. Ça ne marche pas pour toutes les applis, hein. Donc voilà pour ces différentes solutions liées à l'architecture logicielle. Alors maintenant, on va parler d'autre chose. On va parler d'un facteur qui a l'air complètement décorrélé de la problématique de coût, et pourtant, il est hyper impactant. C'est, est-ce que vous avez scripté le déploiement de votre infrastructure, ou est-ce que vous avez fait les trucs à la main? Pourquoi? Ben, tout simplement parce que si vous faites les trucs à la main, ça prend du temps. Vous allez faire des erreurs peut-être, vous allez faire des essais, etc. Puis à un moment, vous avez un truc qui marche, vous n'allez pas y retoucher toutes les 5 secondes. Parce qu'à chaque fois que vous y touchez, vous prenez le risque que votre système ne marche plus. Donc en fait, vous pétrifiez un peu votre infrastructure. En théorie, vous pourriez tout changer en 5 secondes en faisant des appels d'API, etc. Mais en pratique, vous ne le faites pas. Si, à l'inverse, vous n'avez rien fait à la main, mais que vous avez tout scripté, c'est-à-dire si c'est que des scripts qui créent tous les éléments de votre infrastructure, changer des paramètres de l'infrastructure, ça revient juste à changer des valeurs dans des fichiers de conf. Et ces scripts, ils marchent, vous les avez testés, donc vous pouvez les réexécuter sans avoir de stress et sans perdre de temps. Et on voit une différence énorme entre les équipes qui scriptent et celles qui ne scriptent pas en termes d'adoption des nouvelles infra. Pour vous donner une petite anecdote, pendant la conférence reInvent d'Amazon en novembre dernier, ils ont annoncé des nouveaux types d'instances énormes avec des capacités en RAM gigantesques. À côté de moi, il y avait des mecs sur des laptops pendant la conf, ils lançaient leur script, ils changeaient un fichier de conf, ils relançaient tout leur système sur les nouvelles instances, en même temps que le mec annonçait le nom des instances. C'est pour vous dire la fluidité que vous pouvez avoir si vous scriptez. Donc c'est aussi important pour pouvoir changer de CSP, si à un moment vous trouvez que votre CSP c'est Cloud Service Provider, si vous trouvez qu'il vous fait payer trop cher ou qu'il ne fonctionne pas très bien, si en plus vous utilisez des systèmes type Scaler ou RightScale pour avoir des API indépendantes des fournisseurs, c'est encore plus simple. Alors il y a un autre effet intéressant avec cette notion de scripting, c'est le fait que vous allez pouvoir systématiser la détection de tous les changements
de votre infra. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous exécutez un script, c'est très simple de loguer que le script a été exécuté. C'est très simple de loguer les valeurs des paramètres qui ont été utilisés par le script. Donc vous savez en fait à chaque instant ce qui a changé dans votre infra. Et vous allez ensuite pouvoir l'utiliser, on en reparlera plus tard, dans la prise en compte de l'impact de vos actions sur les coûts. C'est-à-dire que vous pourrez faire des corrélations. Et c'est hyper important d'arriver à faire ces corrélations. Donc voilà pour la partie scripting et son impact sur le coût. Alors après, il y a un truc qui est évident, c'est ce qu'on appelle le right sizing, c'est-à-dire dimensionner correctement votre infra. Ne la dimensionnez pas plus gros que ce dont vous avez besoin. Alors déjà, le premier truc qu'on se dit, mais c'est pas automatique ça dans le cloud? Ben, en PaaS, en théorie, ça l'est. En IaaS, ça l'est pas. Vous êtes obligé de faire un certain nombre de trucs pour que ça le soit. Et c'est tellement pas naturel et évident qu'en fait, aujourd'hui, c'est la plus grosse source d'économie que vous trouvez à l'intérieur des déploiements cloud. Le sizing surdimensionné, c'est la principale source de gâchis en fait, d'argent sur le cloud. Donc ça a l'air évident, mais ça l'est pas tant que ça. Alors après, il y a un autre truc. Là, on sort de la technique complètement. Il y a ce qu'on appelle les stratégies d'achat des ressources cloud. C'est-à-dire que les opérateurs, aujourd'hui, il n'y en a qu'un qui le fait, mais c'est sûr que ça va se répandre, ils proposent d'acheter vos ressources avec des modes différents, notamment un premier mode qui s'appelle les instances réservées. Alors les instances réservées, c'est quoi? C'est simple, c'est vous achetez les soldes. C'est-à-dire que vous rentrez dans un magasin, vous allez au comptoir, vous dites, voilà, je vous donne 150 € et je veux moins 30% sur tous les t-shirts. Alors attention, c'est pas tous les t-shirts, c'est tous les t-shirts noirs, taille 38 pour femmes. C'est hyper précis. Donc c'est une contrainte du système, mais aujourd'hui, ça marche comme ça. Vous pouvez, en payant, acheter une réduction potentiellement énorme sur le prix des ressources que vous avez. Donc ça peut aller jusqu'à 50% ou même plus de réduction du coût. Simplement, vous êtes obligé d'avancer de l'argent. D'accord? Donc il faut prendre la décision, il faut faire l'analyse, il faut se dire est-ce que je vais utiliser ces ressources pendant suffisamment longtemps, etc. Donc c'est pas trivial de décider de prendre ces engagements-là, surtout que ça va un peu à l'encontre de la philosophie cloud, de dire non, moi je fais du pay as you go, mais c'est un facteur important. Alors il y a tout un tas de choses à voir. En fait, quand on prend ces engagements, finalement, l'engagement est rentable avant la fin. C'est pas parce que vous prenez un truc sur un an qu'il vous faut attendre un an pour que ça soit rentable. En fait, au bout de 6 mois, dans certains cas, ou même 3 mois, ça peut devenir rentable. Et donc du coup, après, si vous l'utilisez que 3 mois, vous êtes au même prix que si vous n'avez pas pris la réduction. Si vous l'utilisez plus, c'est de la marge. L'autre système, l'autre stratégie d'achat qui est très intéressante et dont j'ai parlé un tout petit peu déjà, c'est la notion d'enchère pour acheter vos ressources. Vous savez, les fournisseurs cloud, ils sont censés avoir des ressources en quantité infinie. Donc ça veut dire qu'ils sont obligés d'avoir énormément de stocks de serveurs non utilisés qui tournent, qui sont branchés, etc. Ils sont là à attendre. Et pour rentabiliser ce stock, il y a une stratégie de ces fournisseurs qui consiste à mettre des ressources aux enchères de manière à ce que vous puissiez les payer moins cher, mais que eux, plutôt que ça tourne pour rien, ça tourne pour au moins quelques centimes. Et donc là, en fait, vous rentrez dans un truc, si vous connaissez un peu les stratégies de trading sur les equities, sur les actions, vous rentrez dans la même logique, c'est-à-dire que vous allez placer des enchères, vous arrivez à acheter un truc. Ce truc, il peut vous être repris à n'importe quel moment. Donc, si vous voulez le garder, il vous faut regarder combien les autres sont prêts à payer. Et vous vous dites que vous payez plus. Et puis, ça peut vous jouer des sales tours, parce que s'il y a des gens qui veulent absolument garder leur machine, ils vont monter leur prix, etc., etc. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se sont retrouvés, il y a 1 an et quelques, à payer 1000 $ par heure une instance qui valait 1 $, 30, un truc comme ça. Ils avaient fait un algo, mais ils avaient oublié un if. Je suis au-dessus d'un certain seuil. Et donc, il y a eu des pics, en fait. Ça, c'est un exemple de cours d'instance spot sur le marché à Singapour, dans la zone Singapour, et on voit qu'il y a des pics qui sont importants. Alors, un truc intéressant, là, ce truc-là, c'est clairement pas un boulot de dev ou d'architecte. Enfin, on nous a jamais demandé de faire ça. Aujourd'hui, effectivement, il y a un peu un trou, là, sur... c'est le rôle de qui de faire ça? C'est le directeur financier qui doit consolider au niveau de la boîte, c'est des managers d'équipe, on ne sait pas trop en fait. Aujourd'hui, il y a une petite zone d'ombre, en tout cas, la possibilité existe.
Donc là, on vient de voir qu'il y avait tout un tas de solutions qui permettaient de dépenser moins. Il y a un truc qui est intéressant, c'est ok, on voit qu'on peut mettre ces trucs-là en place, mais on sait aussi que les choses changent régulièrement, les grilles de prix changent, des nouveaux services apparaissent, etc., etc. Donc si on veut s'assurer qu'on reste bon, il va falloir mesurer, il va falloir avoir du feedback. Alors ce feedback, on est habitué à l'avoir sur plein de domaines aujourd'hui. Le feedback, c'est pas à DevOps qu'on va dire qu'on ne sait pas qu'on peut l'avoir, notamment sur les tests fonctionnels. D'accord ? C'est tout à fait normal aujourd'hui d'avoir du feedback en continu sur le fonctionnel. Il y a des équipes qui ont du feedback en continu sur les perfs. Ils font tourner toutes les nuits des benchmarks sur leur système et le lendemain matin, ils arrivent et ils savent comment la perf du système se comporte. Ça paraît totalement naturel d'étendre ce truc-là au domaine du coût. À partir du moment où ça devient un paramètre variable, il va falloir du feedback pour ne pas travailler dans le noir. Alors, qu'est-ce qui existe aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a quelques acteurs, très peu. Netflix est un gros utilisateur d'Amazon et il pousse assez loin tous ces concepts, qui commencent à donner du feedback. Par exemple, Netflix, eux, ils poussent vers leurs équipes de dev, toutes les semaines, le consommé de l'équipe sur la semaine dernière. Alors le consommé de l'équipe, c'est pas la prod, c'est le consommé de l'équipe en infra, etc. C'est pas du coût du test en continu de leur coût sur l'infra, mais enfin c'est déjà une première étape. C'est-à-dire que les équipes, elles savent combien elles ont claqué, elles sont libres de claquer, mais elles ont le feedback. Bon, c'est à peu près la seule initiative qu'on trouve pour l'instant dans ce domaine. Et puis quand on fait ça pour le dev, ça paraît assez naturel de vouloir avoir la même chose pour les différents environnements, et puis évidemment pour la prod, parce que même si des fois on fait des bêtises en test, on oublie des trucs allumés, etc., c'est surtout sur la prod qu'on peut avoir des surprises au niveau des coûts. Donc en fait c'est cette idée d'avoir du feedback et d'avoir ce feedback en continu. Bon, on va pas réinventer la roue. Il y a du continuous testing dans tous les domaines. On va le faire pour le coup. Donc là, c'est exploratoire, ce que je vais vous présenter, mais c'est l'idée on prend ce qui existe et qui marche déjà dans un domaine, et puis on va essayer de le décliner à un autre. Alors l'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est que, vous avez bien compris, les équipes, elles aient du feedback en continu sur le coup, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles sachent quelle est leur cost efficiency, leur efficacité coût dans leurs différents développements. Est-ce que le truc qu'elles ont fait, ça produit X transactions par seconde pour X dollars, ou est-ce que c'est X transactions par seconde pour 2 fois X dollars? Si vous n'avez pas le nez sur la facture tout le temps, vous ne pouvez pas le savoir. D'accord ? C'est impossible à savoir. Et la plupart du temps, les devs et les architectes, ils n'ont pas le nez sur la facture. Ils savent même pas qui reçoit la facture. D'accord ? Donc ils y vont, mais il y a quelqu'un qui la reçoit la facture. Alors, une histoire vraie d'un client avec lequel on bossait. Un gars dans l'équipe de dev, il déplace une ligne dans le code. C'est une ligne qui est dans une boucle, double boucle imbriquée. Il passe de j'envoie un message par traitement à j'envoie 10 000 messages pour le même traitement. L'appli, elle bronche pas, aucun impact sur les perfs, nickel, ça fait exactement ce qu'ils veulent. Sauf que le système de message, il est en pay as you go, et la facture, ils avaient une ligne à 0,01% sur le système de queuing, le truc il est monté à 20% d'un coup. Et c'est pas parce que les autres lignes ont réduit. Parce que celle-là est devenue énorme. Alors là, il y a 2 solutions. Soit vous avez du feedback, vous corrigez, soit vous n'en avez pas. Et peut-être que vous allez le voir 6 mois après. Parce qu'il y a plein de boîtes où personne ne regarde la facture. Mais personne. Ou alors les gens qui la regardent, faut pas leur dire fil de message asynchrone. Ils vont vous regarder bizarrement. Donc il y a une décorrélation en fait entre ceux qui agissent et ceux qui font. Et là, l'idée, c'est de refaire la corrélation. Alors qu'est-ce qu'on pourrait aimer avoir sous les yeux le matin quand on arrive? On pourrait avoir ça, un radar chart dans lequel on voit par exemple le coût du précédent test de coût
Hein. Vous exécutez une certaine charge sur le système, vous voyez ça, et puis le coût du dernier test de coût. Bon, là, j'ai volontairement tiré le diagramme pour que ça soit clair. Hein. Il faut espérer qu'il n'y ait pas autant d'écart entre deux trucs qui seraient des évolutions mineures. Mais en fait, l'idée, ça serait ça, hein, de pouvoir identifier les différences entre un tir et un autre. Donc l'unité, ben, c'est une unité monétaire, et l'échelle, peu importe, ça change rien. Alors comment on fait ça? Ben, forcément, le premier truc qu'il nous faut, c'est les données sur le coût et l'usage. D'accord ? Il faut qu'on aille récupérer ces données, combien ça a coûté, combien de ressources on a consommé, peut-être en heures de machine, des choses comme ça. Comment on fait ça? Ben, ça dépend du fournisseur. D'accord ? Chez Amazon, il va y avoir un système, chez Google, il va en avoir un autre, chez Microsoft, il va en avoir un autre. Ça change de méthode et ça change aussi de format. Chez Amazon, c'est probablement ceux qui ont le truc le plus avancé. Ils ont un truc qui s'appelle AWS Programmatic Billing. Et ça permet de demander à Amazon de poser, alors accrochez-vous, c'est pas tout à fait une API, un fichier CSV à l'intérieur d'un bucket S3. Après, débrouillez-vous. Alors pourquoi ils sont arrêtés là, mystère, mais en tout cas aujourd'hui c'est ça. Donc ensuite, vous récupérez ce fichier, vous avez toutes les données à l'intérieur, ça vous évite d'aller scraper la page de coût d'Amazon. Chez App Engine, rien à voir. Vous avez dans les headers HTTP des requêtes sortantes des appels à votre appli, des headers spécifiques qui vous donnent des informations sur le coût. Donc si vous faites des exécutions de fonctions sur le système et que vous êtes logué en admin sur la console, vous allez recevoir ces headers. Donc bon, c'est pas exactement la même solution. Et puis après, vous avez des approches pub sur lesquelles vous avez une API clairement faite pour ça et qui vont donc unifier les formats de données et nous faire revenir dans des méthodes d'accès classiques avec des appels. Je veux prendre un snapshot de coût à tel moment, je veux récupérer un autre snapshot, je veux faire une différence entre deux snapshots de coût. Ben, si j'ai mon tir de perf, si j'ai mon test qui tourne toutes les nuits entre minuit et 4 heures du mat, je prends une photo des coûts à 11 heures, je prends une photo des coûts à 5 heures du mat, je fais le diff entre les deux et je sais combien mon truc a coûté. D'accord ? Alors comment on intègre ça dans la logique globale du système? Ben, pareil, hein, on va rien réinventer. On a déjà du Jenkins, on a déjà du Git, etc. Donc on garde le cycle classique. On va juste intégrer d'autres éléments. Donc on va intégrer une suite de tests de coûts. Il manque une flèche. Jenkins lance la suite de tests. Et puis cette suite de tests, ben, elle va récupérer les informations de coûts pour faire ce qu'on vient de dire. Hein. Et puis elle va renvoyer du feedback aux équipes de dev. Donc ça nous donne déjà un premier niveau de fonctionnement. Alors il y a un petit problème pour faire ça. C'est que vous n'avez aucun fournisseur, quasiment, peut-être App Engine le fait, mais qui vous donne en temps réel le coût de vos opérations. C'est-à-dire que vous faites un truc, mais le feedback, vous l'avez 1 heure, 3 heures, 4 heures après. Donc en fait, vous êtes obligé d'isoler le fonctionnement de votre test, de le mettre dans une plage de temps qui est suffisamment libre avant et après, ou sur un compte séparé, de manière à ne pas être perturbé par les autres trucs que vous faites sur le même compte. D'accord ? Bon, ça va peut-être changer, mais le fait est qu'aujourd'hui, il y a du changement. Il y a du décalage, pardon. Alors ce truc-là, c'est bien, mais en fait, si vous regardez en détail, c'est un peu n'importe quoi. Pourquoi ? C'est bien joli de regarder le coût, mais si votre appli, elle tourne X fois moins vite, ou si elle tourne X fois moins bien, vous avez peut-être baissé le coût, mais vos utilisateurs, eux, ils pleurent. D'accord ? Donc si vous regardez que le coût, ça marche pas. C'est une approche trop basique. Donc, c'est pas le coût qu'on veut, nous. En fait, c'est l'efficacité coût. D'accord ? C'est la cost efficiency. Alors, comment on va avoir ça ? Ben, il va nous falloir d'autres données. Il va nous falloir, par exemple, les logs de l'appli pour savoir combien on a fait de transactions pendant notre période de 3 heures. On en a fait le même nombre qu'hier pour le même coût, ou on en a fait 2 fois moins pour le même coût. Ça change tout. D'accord ? Et le nombre de transactions, c'est qu'un bout de l'histoire. Pourquoi ? Parce que vous avez aussi tout un tas d'autres facteurs de qualité. Par exemple, sur une appli mobile, les utilisateurs, ils ne supportent pas d'attendre. D'accord ? On part, on croit que ça bug. Donc si votre système, vous avez considérablement réduit son coût, mais énormément augmenté sa latence,
fail en fait. Hein. C'est pas forcément ce que vous vouliez. Donc il vous faut avoir cette information-là. Donc du coup, notre boucle de feedback, elle devient un petit peu plus compliquée, parce qu'on va devoir, il manque toujours la flèche de Jenkins qui exécute la suite de tests, mais en fait, on va devoir en plus faire en sorte qu'on récupère ces données de log, de latence et autres, qu'on les pousse vers une solution qui va faire le croisement entre ce qui s'est passé pendant l'exécution du système, ce qui se passe au niveau des coûts, et qui va nous remonter un indicateur de coût. Donc c'est-à-dire que c'est plus juste une API pour récupérer les coûts, c'est plus une solution plus évoluée pour arriver à avoir ces indicateurs. En conclusion, il y a un truc intéressant, c'est que vous, population technique, vos décisions d'architecture se mettent à avoir un impact qui peut être monumental sur les coûts. Et ça, c'était pas vraiment le cas avant. C'est-à-dire que il y avait un impact, mais il était tellement dilué dans le temps qu'en fait, on le voyait pas. Or aujourd'hui, il est plus dilué dans le temps. Il est dilué de quelques heures entre votre décision, l'implémentation et le feedback que vous pouvez avoir sur le coût. Donc forcément, ça change les choses. C'est super intéressant en termes de défis. Il y a des gens qui détestent ça, qui disent « Attends, moi j'ai pas envie d'entendre parler d'argent », mais c'est un nouveau défi en fait pour les populations techniques. Et on est en train d'essayer de comprendre comment on va le régler. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que l'environnement de test est le même que l'environnement de prod dans lequel tourne l'application ou c'est séparé? Qui permet d'exécuter les tests pour savoir quel coût pour tel ou tel traitement? Alors on fait ce qu'on veut, mais c'est plus simple si on a un environnement séparé. Mais en fonction du fournisseur, en fonction de votre type de système, vous avez la possibilité de faire tout tourner sur les mêmes comptes ou de le faire sur des comptes séparés. Généralement, c'est quand même plus simple de le faire sur des comptes séparés. Oui. Est-ce que dans tout ce qui est les analyses de coûts, vous intégrez aussi ce qui peut être lié au légal? Je pense à l'affaire des Roku par exemple, qui a eu des problèmes. Tout ce qui est les patents de troll, qui dépendent des autres pays, donc de la législation américaine. Les problèmes légal aussi des utilisateurs finaux en fonction des pays et des législations. Ouais. Pas du tout. On regarde juste les aspects coûts et on est en train d'essayer de comprendre comment faire pour avoir un vrai feedback qui soit pertinent. Donc la réponse est non. Stop. C'est dehors. On va arrêter. Je suis disponible pour répondre à d'autres questions. Merci.